Les modèles de machine learning, ce sont des outils absolument incroyables. Ils peuvent prédire des fraudes, diagnostiquer des maladies, la liste est longue. Mais le truc, c'est que beaucoup d'entre eux, une fois lâchés dans le monde réel, eh bien, ils se plantent complètement. Et tout ça à cause d'une petite hypothèse cachée, une faille qu'on oublie souvent. Ils partent du principe que le monde, lui, ne bouge pas. Sauf que, bien sûr que si, il bouge. Et c'est justement ça qui nous oblige aujourd'hui à tout repenser pour construire des IA qui tiennent vraiment la route. Alors, imaginez un peu le scénario. D'un côté, on a un super modèle, parfaitement entraîné, qui fait des prédictions au top. Et puis, de l'autre côté, le monde change, une nouvelle source de données arrive, les règles du jeu ne sont plus les mêmes, et là, paf, les prédictions du modèle deviennent complètement fausses. Le modèle est dépassé, obsolète, sans même s'en être aperçu. Ok, allons-y, c'est là que tout se joue. Le problème fondamental, c'est qu'on entraîne nos modèles sur des jeux de données figés, un peu comme des photos du monde à un instant précis. On leur apprend à voir des motifs dans ces images fixes. Sauf que, on le sait bien, le monde réel, ce n'est pas une photo, c'est un film qui n'arrête jamais de tourner. Les habitudes des clients changent, de nouveaux types d'arnaques apparaissent, les marchés s'affolent. Bref, le flux de données est vivant, dynamique. Et un modèle qui n'est pas bâti pour suivre ce mouvement, eh bien, il est tout simplement condamné à devenir inutile. Alors, ce décalage entre le modèle figé et le monde qui bouge, ça porte un nom en jargon technique. On appelle ça la dérive conceptuelle, ou concept drift en anglais. Allez, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire exactement. Voilà la définition officielle, mais pour le dire plus simplement, c'est comme si la recette que le modèle avait apprise ne marchait plus. La relation entre les ingrédients, les entrées, et le plat final, les sorties, a changé. Le concept même qu'il essayait de comprendre, par exemple à quoi ressemble un email de phishing, a évolué, et le modèle, lui, il continue de jouer avec les anciennes règles dans un jeu qui a complètement changé. Forcément, il se met à perdre. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas parce que les données changent que le modèle est forcément à jeter. Non, il faut être un peu plus fin. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça a changé, mais plutôt est-ce que ce changement a un vrai impact sur ce que j'essaie de prédire. Et cette distinction, elle est hyper importante. Regardez l'image de gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle une dérive virtuelle. Ok, les données ont un peu bougé, les groupes se sont déplacés, mais la ligne qui les sépare, ce qu'on appelle la frontière de décision, elle est toujours bonne. Le modèle marche encore. Par contre, à droite, c'est une dérive conceptuelle, réelle. Et là, ce n'est pas la même histoire. La relation de fond a changé et l'ancienne ligne de séparation est devenue complètement inutile. C'est ce type de dérive qui est vraiment dangereux, celui qu'on doit absolument repérer. Et pour pimenter un peu le tout, la dérive n'arrive pas toujours de la même façon. Parfois, elle est soudaine, un changement brutal, genre une nouvelle loi qui change les habitudes du jour au lendemain. D'autres fois, elle est graduelle, elle s'installe tout doucement sur des mois, presque sans qu'on s'en rende compte, un peu comme l'usure d'une pièce mécanique. Elle peut aussi être incrémentale, c'est-à-dire qu'elle évolue par paliers. Et enfin, elle peut être récurrente, comme les soldes d'hiver qui reviennent chaque année. Bref, comprendre comment la dérive se manifeste, c'est la première étape pour savoir comment réagir. Bon, alors la question qui tue. Comment on fait pour savoir qu'une dérive, une vraie, est en train de se produire? Comment on la repère en direct avant que les performances de notre modèle ne s'écroulent? C'est tout l'art de la détection et on va voir ça tout de suite. Oui, mais il y a un gros souci. La plupart des méthodes classiques, elles marchent en regardant le taux d'erreur du modèle. Le problème, c'est que pour calculer cette erreur, il faut avoir la vraie réponse, ce qu'on appelle les étiquettes. Et dans la vraie vie, obtenir ces étiquettes, c'est souvent lent, ça coûte une fortune et parfois c'est même juste impossible. On ne peut pas se permettre d'attendre 3 semaines pour se rendre compte que notre détecteur de fraude est à la ramasse depuis 1 mois. Une des techniques de base pour faire ça, c'est la méthode de la fenêtre glissante. L'idée est assez simple en fait. On prend un paquet de données récentes, qu'on appelle la fenêtre de détection, et on le compare à un paquet de données plus anciennes, la fenêtre de référence. Si statistiquement les deux ne se ressemblent plus du tout, alors on sonne l'alarme. C'est un bon point de départ, mais ça ne règle ni le problème des étiquettes, ni celui des fausses alarmes. Et c'est exactement pour ça que la recherche s'oriente maintenant vers des approches dites non supervisées. C'est-à-dire des méthodes qui n'ont pas besoin de ces fameuses étiquettes pour fonctionner. Et justement, la thèse sur laquelle on se penche aujourd'hui propose une solution vraiment maligne dans ce domaine. L'outil magique ici, c'est ce qu'on appelle un auto-encodeur. Pour faire simple, imaginez un artiste faussaire ultra doué. On va l'entraîner avec des milliers d'exemples de données qu'on considère normales. Son job, apprendre à saisir l'essence de ces données, à les compresser dans une version super compacte, c'est le goulot d'étranglement, puis à les reconstruire à l'identique. À la fin, il devient un véritable expert de ce qui est normal.
Et la méthode, qu'on appelle AEDD, est super logique. Étape 1, on entraîne notre auto-encodeur sur les données normales. Étape 2, de nouvelles données arrivent en continu. Étape 3, on demande à l'auto-encodeur de les reconstruire. Et là, c'est simple. Si les données sont normales, il y arrive les doigts dans le nez. Mais si elles ont changé, si elles sont bizarres, il va galérer. Sa copie sera mauvaise. Et cette différence entre l'original et la copie, c'est l'erreur de reconstruction. Si cette erreur grimpe en flèche et reste haute, bingo, dérive détectée. Et en pratique, voilà à quoi ça ressemble. Ce graphique, il nous montre l'erreur de reconstruction au fil du temps. Au début, tout va bien, l'erreur est basse, le modèle est en terrain connu. Et puis d'un coup, regardez-moi ces énormes pics, c'est le signal. C'est le moment précis où un nouveau type de données, totalement inconnu, est arrivé. L'auto-encodeur n'y comprend plus rien, il n'arrive plus à les reconstruire. Et là, on a un signal super clair, et tout ça sans avoir eu besoin de la moindre étiquette. Alors est-ce que ça marche bien par rapport aux autres méthodes? Ce tableau est assez clair. Prenons la première ligne. Temps moyen entre fausses alarmes, plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Et là, l'AED est loin devant avec 7686. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus fiable et ne sonne pas l'alarme pour rien. Et ça, c'est hyper important pour ne pas relancer des entraînements coûteux sans raison. Alors oui, il est peut-être un poil moins rapide que certains, mais son équilibre entre ne pas rater une vraie dérive et ne pas crier au loup tout le temps est vraiment excellent. Bon, détecter la dérive, c'est génial, c'est la première étape. Mais savoir que le monde a changé, c'est bien beau. La vraie question, c'est on fait quoi maintenant? Parce qu'il faut bien s'adapter à cette nouvelle réalité. Voilà, c'est la question. Le système a levé un drapeau rouge. Comment est-ce que le modèle va faire pour se mettre à jour et rester utile dans ce nouveau contexte? Face à une dérive, en gros, on a plusieurs options. La première, c'est la solution radicale, le réentraînement complet. On jette l'ancien modèle à la poubelle et on en entraîne un tout neuf uniquement avec les nouvelles données. C'est simple, efficace, mais ça peut coûter cher et prendre du temps. Et surtout, le modèle oublie tout son passé. La deuxième approche est plus douce, la mise à jour adaptative. Là, on ne jette rien, on prend le modèle qui existe et on le peaufine petit à petit avec les nouvelles données. C'est plus rapide, mais si le changement est trop violent, ça risque de ne pas suffire. Et enfin, il y a les méthodes d'ensemble. L'idée, c'est de voir le modèle comme une équipe. Quand un nouveau concept apparaît, au lieu de virer tout le monde, on embauche un nouvel expert, un nouveau petit modèle spécialisé qui vient renforcer l'équipe. C'est assez élégant parce que ça permet de garder les connaissances anciennes. Et visuellement, ça donne ça. À gauche, on change toute la machine. À droite, on ajoute juste un nouveau membre à l'équipe. Le gros avantage de l'approche en équipe, c'est qu'on évite ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. Le système se souvient des anciens concepts, ce qui est super pratique si jamais la dérive est du genre à revenir régulièrement. Et les résultats, ils sont là. Ce graphique montre la précision de plusieurs modèles après une dérive. Et regardez la ligne du dessus. C'est notre modèle AEDD, associé à une bonne stratégie d'adaptation. Il maintient une précision moyenne de quasiment 94%, bien au-dessus de tous les autres. Ça prouve bien que le secret, ce n'est pas juste de détecter, c'est de combiner une détection intelligente avec une adaptation qui suit. Ok, alors pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, il faut se mettre en tête que nos modèles d'IA ne sont pas éternels. Ils ont une date de péremption. La dérive conceptuelle, c'est un fait, on ne peut pas y échapper. Deuxièmement, des méthodes malignes comme l'AEDD nous permettent de voir venir cette dérive sans avoir besoin d'étiquettes qui coûtent cher. Troisièmement, détecter c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut un plan d'action pour que le modèle s'adapte. Et enfin, le point le plus important de tous, construire une IA robuste, ça ne veut pas dire construire un modèle parfait une bonne fois pour toutes. Ça veut dire construire une IA qui est capable de s'adapter encore et encore. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Notre monde va de plus en plus vite, il est de plus en plus imprévisible. Alors, comment on fait pour construire des IA qui ne font pas qu'apprendre une seule fois, mais qui passent leur temps à réapprendre? Comment on conçoit des systèmes qui, au lieu de voir le changement comme un problème, le voient comme une occasion de s'améliorer en continu? C'est sans doute ça, le plus grand défi pour la prochaine génération.